Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Action gouvernementale numéro 14. Bienvenue à notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement. Le Mali est de retour sur la scène internationale. Ainsi s'exprimait le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était déjà en fin 2014, soit un an après son accession à la magistrature suprême du pays. Cela dans un environnement, disait-il donc, où nul ne peut se passer du concours des autres. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et le combat pour cette visibilité du pays, cette reconnaissance et ce soutien continue d'être mené notamment à travers le département des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. Quelle politique étrangère et partant quelle diplomatie pour un pays qui tente par tous les moyens de sortir d'une crise qui l'a profondément bouleversé. Nous poserons bien évidemment la question à Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne et l'invité de ce 14e numéro. Bienvenue, Monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous poser des questions, Sidiki Dambélé. Sidiki, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on vous voit toujours entre deux avions, à des sommets, à des réceptions de haut niveau, des visites d'État, cravate toujours bien nouillée. Finalement, on se demande à quoi sert un ministre des Affaires étrangères si ce n'est pas voyager. En deux mots. On peut dire en deux mots aussi que voyager pour le ministre des Affaires étrangères, c'est aussi travailler, essentiellement. Travailler, porter la voix du pays, porter le message du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le chef de la politique extérieure, qui définit la vision et le positionnement du Mali par rapport à son environnement extérieur. Et à cet effet charge, le ministre des Affaires étrangères, qui lui-même fait partie aussi d'un gouvernement, de pouvoir défendre les intérêts du Mali, promouvoir et apporter les messages qu'il estime nécessaires pour défendre les positions du Mali. Ces messages-là, il est quoi généralement? C'est quoi comme essentiel de ces messages? Le message, il est bâti d'abord sur la vision du président de la République, qui elle-même fait partie de son projet de société. Vision dont les axes essentiels sont la restauration de l'image du pays, qui sortait d'une crise multidimensionnelle qui l'avait affecté, qui avait affecté son image à l'étranger, mais aussi pouvoir développer des rapports de bon voisinage avec les pays qui nous entourent, un pays enclavé, avec 7 pays voisins, se doit de mettre comme une priorité de sa politique extérieure de pouvoir entretenir des relations de bon voisinage pour pouvoir vraiment se développer, s'épanouir. Et ensuite, dans le même prolongement, pouvoir s'engager pour la réalisation de l'unité africaine, qui est aussi l'intégration africaine, qui est une constante de la politique extérieure du Mali depuis le premier ministre des Affaires étrangères, M. Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali, à aujourd'hui. L'intégration africaine est restée une constante de notre politique extérieure. D'ailleurs, notre constitution est très claire par rapport à notre désir d'abandonner tout ou partie de notre souveraineté pour la réalisation de cette unité africaine. Mais aussi, une autre dimension importante, c'est pouvoir mobiliser l'ensemble des ressources financières, matérielles et toutes les amitiés qui permettent vraiment de financer le développement du pays. Okay. Mais pour un pays qui est en post-crise, c'est facile d'être ministre des Affaires étrangères? Du tout. C'est pas facile pour le pays, ce n'est facile pour personne, ni le gouvernement. Mais c'est vrai que ce positionnement-là demande énormément de travail. Le travail est facilité parce qu'il y a quand même l'image personnelle du chef de l'État et sa crédibilité internationale. Le gouvernement et le travail qui est fait à l'interne. Mais aussi, pour un pays qui sort de crise, notre action essentielle sous les directives du président de la République et du Premier ministre Modibo Keïta, c'était vraiment de faire en sorte que la diplomatie puisse œuvrer pour faire de la préservation de l'unité nationale, de la souveraineté du pays, de son intégrité territoriale et de la restauration de la paix et de la sécurité, l'action fondamentale. À part le classique, votre travail habituel, le savoir-faire habituel, quelle qualité de plus exige la diplomatie d'un pays en crise? La diplomatie d'un pays en crise exige, à mon avis, beaucoup de sagesse, beaucoup de pondération, beaucoup de mesures. Parce que nous sommes dans un environnement complexe qu'il faut pouvoir analyser, voir les intérêts à long terme du pays et ne pas réagir à des situations ponctuelles ou à des événements ponctuels, mais de chaque fois mesurer quels sont les intérêts fondamentaux de ce pays, comment nouer des alliances
autour de ses intérêts fondamentaux pour pouvoir les préserver, pour pouvoir aussi exister en tant que nation. Y a-t-il une diplomatie de crise? Bon, ce n'est pas nécessairement une diplomatie de crise. C'est vrai que le pays sort de crise, mais c'est presque une diplomatie d'urgence, parce que c'est une question aussi de survie pour le pays, et qui avait une partie de son territoire qui était occupée, qui fait face aujourd'hui à des attaques de groupes terroristes, et qui doit vraiment se défendre, s'organiser pour préserver son unité et son intégrité territoriale. Oui, je peux dire que notre travail, il y a une certaine dimension d'urgence aujourd'hui pour faire en sorte que nous soyons entendus autour de ces préoccupations. Alors, Monsieur le ministre, on va parler de tout ce que vous faites tout au long de cet entretien, mais parlons d'abord des signaux que nous avons bien décryptés ou pas forcément bien décryptés concernant l'orientation globale de la politique extérieure du Mali. À l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta, on a assisté à ce que l'on a considéré un peu comme un réchauffement des relations avec le Maroc. On a vu la visite du roi, on a vu sa présence à l'investiture, on a vu les groupes armés au Maroc. Ensuite, on remarque que c'est l'Algérie qui prend la tête de la médiation internationale. Alors quand on connaît un peu les relations entre les deux pays, beaucoup y ont vu des signaux contradictoires de votre diplomatie. Pour nous, il n'y a aucune contradiction. Nos choix sont marqués par l'histoire, nos choix sont marqués par la géographie et les liens multiséculaires. Nous avons des voisins que l'histoire nous impose, nous avons aussi des amis et des frères. Fraternité bâtie sur des relations historiques. Je ne pense pas que dans une famille, nous ayons à choisir entre nos frères. Avec chacun d'eux, il y a une spécificité, il y a des relations particulières, et nous tenons aux relations que nous tissons avec chacun de ceux-ci dans le cadre d'un respect mutuel, mais dans le cadre aussi d'une collaboration qui contribue à asseoir la stabilité pour chacun de nous. Nous sommes conscients que tant que nos pays ne se donneront pas la main pour pouvoir surmonter ces difficultés conjoncturelles, il n'y aura de paix ni de stabilité pour personne. On n'a pas fait de choix? On n'a pas fait de choix, on n'a pas à faire de choix. Je pense que nous avons des amis, nous avons des frères, nous travaillons avec tout le monde. Le seul choix qui vaille, c'est le choix du Mali et des intérêts du Mali. Lors des pourparlers intermaliens à Alger, vous avez choisi l'Algérie. Le Maroc aussi s'était porté candidat pour abriter ces négociations-là. Est-ce qu'en choisissant l'Algérie, vous n'avez pas créé un incident diplomatique avec le Maroc? C'est des pays voisins, c'est des pays frères. Qui ne s'entendent pas. Bon, il peut y avoir des difficultés dans des relations à un moment donné. Le choix de l'Algérie, d'abord, ne s'est pas fait contre le Maroc. Et nous ne pensons pas qu'en tant que pays, nous avons aussi à choisir entre nos frères et nos amis. Vous savez, la position du Mali sur cette question a été constante. Depuis le président Modibo Keïta, qui a d'ailleurs été le seul chef d'État à l'époque qui ait pu réunir Sa Majesté le roi Hassan II et puis Ahmed Ben Bella à l'époque, avec en présence de l'empereur d'Éthiopie pour pouvoir sceller un accord entre ces deux pays. Et ces deux pays vouent la même considération et respect pour le Mali. Et le Mali continue à œuvrer aussi dans cette ligne qui a été tracée depuis Modibo Keïta, à faire en sorte que le Mali soit toujours un facteur de stabilisation et non un facteur de tension. Le fait de tenir ces négociations à Alger, ça n'a pas entaché les relations avec le Maroc? C'est un choix qui a été fait par le président de la République. Et le Maroc, en tant que pays, continue aussi à apporter sa contribution à l'édification de cette paix. Je pense qu'abriter ces négociations ne constitue pas la seule façon de pouvoir y contribuer. Plusieurs pays ne sont même pas au comité de suivi, mais ils sont actifs, ils apportent leur contribution. Je pense que nous devons voir les choses de cette façon et tous les amis et partenaires du Mali sont invités de quelque manière que ce soit à apporter leur contribution et nous leur exprimons notre gratitude pour ces façons multiples qu'ils ont de pouvoir vraiment nous aider à ramener la paix et la stabilité dans notre pays. Alors, on a vu également, pour rester dans la même lancée, que c'est la CEDEAO qui gérait la crise malienne jusqu'à ce moment-là. Et subitement, encore une fois, c'est l'Algérie. Qu'est-ce qu'on reproche à la CEDEAO? Ce n'est pas en termes de reproche. Il y a des choix à des moments donnés que nous estimons être les plus judicieux pour nous permettre d'atteindre plus rapidement nos objectifs. Mais le choix de l'Algérie ne s'est pas fait contre la CEDEAO. La CEDEAO est bien présente.
était bien présente dans l'équipe de médiation. La CEDEAO, dont nous tenons à saluer l'action aussi pour le relèvement du Mali, est encore à nos côtés pour continuer à travailler pour la stabilisation du pays, pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc vous n'y voyez aucune contradiction dans les signaux que vous avez lancés à votre arrivée? En tout cas, dans la définition de l'orientation et des objectifs que le chef de l'État s'est fixé par rapport à la restauration de la paix et de la stabilité dans le pays, nous ne voyons pas d'inconvénient. D'ailleurs, c'est le Mali, à l'époque, le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien, l'actuel Premier ministre Modibo Keïta, qui a jeté les fondations de ce qu'on a pu appeler à l'époque la médiation internationale, qui incluait tous les partenaires et amis membres de la médiation l'ont été par la volonté du Mali. Monsieur le ministre, moi, je vous cite le commentaire d'un ancien diplomate qui disait « Notre diplomatie a été celle du non-alignement et du respect des principes tels que la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays tiers. » Et surtout, partagez-vous ce commentaire de cet ancien diplomate? Les fondamentaux de la diplomatie malienne depuis les indépendances, les principes cardinaux, ont toujours été observés par les différents gouvernements successifs jusqu'à celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Naturellement, notre diplomatie doit s'adapter. Les objectifs, les stratégies, les priorités évoluent, mais ces fondamentaux restent. Notre attachement à apporter notre concours à tous les peuples épris de paix et de justice, des peuples qui sont sous le joug colonial, travailler vraiment pour un monde équilibré, pour la démocratisation des relations internationales qui donnent une place à l'Afrique et à d'autres pays en développement aujourd'hui émergents qui méritent d'avoir une voix dans la gestion des affaires internationales. Tout ceci reste des principes fondateurs auxquels nous sommes attachés. Alors, le président de la République disait il y a plus d'1 an, le Mali est de retour. Alors, est-ce que le Mali garde aujourd'hui une présence sur la scène internationale? Naturellement, si vous prenez un certain nombre de faits, il est évident qu'aujourd'hui, le Mali est présent sur la scène internationale. Le Mali est un pays écouté, un pays respecté. Le président de la République lui-même, qui conduit la politique extérieure du pays, a été sur tous les fronts où c'était nécessaire de défendre et promouvoir l'intérêt et l'image du pays. Mais aussi, vous voyez aussi tout le balai de personnalités étrangères, européennes, américaines, asiatiques. C'est en cela que se mesure la présence du pays sur la scène internationale? Ça peut être de plusieurs façons. Je pense que ça peut être l'image du pays, ça peut être la projection économique du pays, mais aussi sur le plan culturel aujourd'hui. Parce que ça aussi, la diplomatie culturelle, le pays est projeté positivement sur la scène internationale. Ça fait des diplomates qui ne sont pas sous vos ordres, les hommes de culture. Non, bon, je pense que tous ces hommes de culture sont aussi d'une façon des ambassadeurs du Mali et des ambassadeurs dignes qui portent très haut la voix du Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, si on va aux Nations Unies, si on va à l'Union africaine, partout aujourd'hui où la voix du Mali est citée, le Mali est écouté, le Mali est courtisé, si vous voulez, dans beaucoup de ces enceintes, et sur beaucoup de questions internationales, nous nous exprimons. Nous faisons avancer les positions de l'Afrique. Et pourtant, Monsieur le ministre, il se dit aujourd'hui que des pays voisins sont fâchés contre le Mali, des chefs d'État qui boycottent les initiatives maliennes. Rappelez-vous, à la conférence des chefs d'État du Sud, c'est récemment à Bamako, sur 13 chefs d'État qui étaient annoncés, seulement 3 ont fait le déplacement. Comment ça s'explique? Vous savez, les chefs d'État sont des personnalités qui ont des responsabilités lourdes, qui peuvent ne pas être disponibles partout. C'est vrai que le train qui arrive à l'heure n'est pas un événement. Si je prends le contrario, je vous cite la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, où il y a pas moins d'une dizaine de chefs d'État qui ont été présents sur le territoire malien. Et aussi beaucoup d'autres occasions où il y a eu des personnalités. Il est possible qu'à l'organisation d'un événement, tel ou tel n'ait pas pu être disponible. Je ne pense pas que cela explique que ce chef d'État soit nécessairement fâché. Donc tout va bien avec les voisins, pas de bruit diplomatique? En tout cas, je pense que nous entretenons des relations normales, et comme dans une famille. Nous ne pouvons jamais dire que les relations, il n'y a pas de difficultés, mais nous n'avons pas de tensions et de conflits ouverts avec nos voisins. Et je pense que c'est comme dans une famille. En tout cas, nous, de notre côté,
maliens, nous entretenons les meilleures relations avec nos amis, nous entretenons un dialogue avec eux, nous entretenons un canal de communication qui nous permet toujours de surmonter difficultés s'il y a. Monsieur le ministre, je propose qu'on évolue. Le pays est en crise ou tente de sortir donc de sa crise et à cause de cette crise, c'est le monde entier qui se retrouve un peu au chevet de notre pays à travers notamment les Nations Unies avec une mission onusienne aujourd'hui forte de près de 12 000 casques bleus sur notre territoire. Certains disent que nous sommes un pays sous tutelle. Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que notre pays est un pays sous tutelle, c'est un pays souverain, un pays membre des Nations Unies qui, face à certaines difficultés, a cru bon devoir faire appel d'abord à la France, dont l'intervention salvatrice nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui et qu'à la suite de cela, nous ayons tendu la main à la CEDEAO pour venir à notre secours et ensuite à l'Union africaine dont la mission MISMA a été la première à commencer compte tenu d'un certain nombre de contraintes. Cette mission MISMA a dû être transformée en une mission des Nations Unies par la résolution 2100 suivie de la résolution 2164 jusqu'à la résolution 2227. Toutes ces forces sont présentes ici à notre invitation. Et les différents mandats confiés à ces missions l'ont été aussi avec l'assentiment. Nous gardons toute notre souveraineté malgré cela? Absolument. Nous n'avons pas cédé une seule partie de notre souveraineté. C'est vrai que nous avons une difficulté conjoncturelle. Nous avons une mésentente entre les Maliens aujourd'hui. C'est pourquoi le président de la République a engagé ces réformes à travers ces négociations qui ont abouti à cet accord de paix. Et nous espérons qu'avec les efforts en cours, nous allons recouvrer l'ensemble du territoire national. Mais je ne pense pas que cela puisse être Mais quand la communauté internationale est chez vous, il y a des décisions de la communauté internationale qui s'imposent à vous, même si vous ne le voulez pas. Vous savez, nous sommes dans un monde interdépendant. Même les plus puissants ont besoin des autres. Même les plus puissants ont besoin d'assistance. Si vous prenez aujourd'hui la lutte contre le terrorisme, quel est le pays qui est immunisé par rapport à cela? Même les pays puissants partagent des renseignements avec nous, sont aidés avec nous grâce souvent à des informations données par des pays dits faibles. Certaines actions ont pu être évitées. Donc je pense que le fait que nous demandions l'aide n'est pas une faiblesse. Des pays comme l'Allemagne ou d'autres ont été assistés fortement après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Allemagne et le Japon constituent des puissances économiques mondiales. Mais ça nous impose quand même d'accepter certaines choses qu'on n'aurait pas acceptées en temps normal. Tout ce que nous avons accepté, nous l'acceptons en tant qu'État souverain. En temps normal, on n'aurait pas accepté certaines choses. Nous ne sommes pas obligés d'accepter. Il y a des choses aussi que nous n'avons pas acceptées. Mais il y a eu quand même des moments d'incompréhension avec la MINUSMA. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est rose? Vous avez fumé le calmer de la paix? Bon, d'abord, je tiens à saluer le rôle des Nations Unies, le rôle de la communauté internationale, le rôle de l'Algérie, les membres de la médiation, tous les pays qui ont contribué à la stabilité du Mali, le rôle de la France en particulier. C'est vrai, la mission qui est là aujourd'hui avec à sa tête notre frère Mohamed Saleh Anadif du Tchad a toute notre confiance pour la conduite de sa mission. Il est vrai qu'à un moment ou à un autre, il est possible que nous n'ayons pas eu les mêmes lectures, soit du mandat ou en tout cas de la façon d'opérer. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu, grâce au dialogue que nous avons instauré, maintenir les meilleurs rapports et avec le représentant spécial du secrétaire général et avec le Conseil de sécurité et les Nations Unies de façon générale. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement du Mali est en train d'œuvrer à ce que ces préoccupations soient entendues au moment où nous nous engageons à renouveler le mandat de la mission. On a vu ces moments où on disait vous avez violé le cessez-le-feu, vous disiez on n'a pas violé. C'était des moments vraiment difficiles? Bon, pas difficile. Je pense que tout est question de lecture. La mission est là, elle est censée faire son travail. Elle le fait sur la base des informations qui sont disponibles. Nous, en tant que gouvernement responsable, dans le pays aussi, nous nous faisons entendre, nous donnons notre version des faits. Si nous pensons que la version qui est véhiculée ne reflète pas nos préoccupations. Je pense que cela ne veut pas dire que c'est un problème. Nous sommes là, nous expliquons. Et je pense que la communauté internationale, les autres pays ont entendu, enfin, les cris du Mali, qui, sur des positions de principe qui touchaient à notre unité, à notre souveraineté, chaque fois nous sommes intervenus. Nous avons toujours montré
notre bonne foi, la bonne foi du président de la République, la bonne foi du Premier ministre, la bonne foi de l'ensemble du gouvernement qui se sont engagés volontairement dans ce processus de paix, qui le conduisent avec détermination et qui feront tout pour faire aboutir ce processus de paix. Alors, le processus proprement dit, on en parlera. Vous étiez récemment à New York à l'occasion de la présentation du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies. À cette occasion, vous disiez que le prochain mandat de la MINUSMA doit tenir compte du contexte sécuritaire. Est-ce que le mandat actuel n'est pas adapté à vos yeux? Le contexte a évolué. Nous avions un mandat qui a été établi dans une période où, certes, l'État n'avait pas le contrôle de certaines parties du territoire, mais la menace ou en tout cas les attaques terroristes n'avaient pas atteint l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, si nous devons revoir le mandat, il est important qu'on puisse faire en sorte que la MINUSMA puisse être équipée et puisse avoir une posture qui lui permet de se défendre quand elle est attaquée, de pouvoir aussi dissuader, de pouvoir disposer aussi des équipements et des moyens de protection nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des mines, ce sont des attaques à la roquette sur les camps de la MINUSMA. Donc, elle doit avoir les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment évoluer dans ce mandat, exécuter ce mandat-là, défendre le mandat et assurer la protection. Vous voulez une MINUSMA qui lutte contre le terrorisme? Vous savez, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons quelle est la doctrine des Nations Unies depuis longtemps par rapport vraiment au fait que c'est essentiellement des forces d'interposition ou de stabilisation qui ne sont pas des forces offensives. Mais ce que nous demandons, c'est de faire en sorte qu'elles puissent avoir les équipements et les moyens d'intervention nécessaires pour protéger son mandat, protéger son personnel avec des capacités opérationnelles plus robustes et pouvoir aussi répondre une fois qu'elle est attaquée. Quand vous plaidez pour une MINUSMA proactive et plus robuste, c'est pour donner les moyens à ces hommes-là de faire la guerre? Vous savez, chaque fois que nous demandons qu'on puisse renforcer la MINUSMA ou avoir un mandat plus robuste, nous a toujours répondu que nous sommes sous un chapitre 7. Le chapitre 7, c'est un mandat qui permet à la MINUSMA d'utiliser la force. Mais ce que nous connaissons aussi, la Charte des Nations Unies, ce que nous demandons, c'est de faire en sorte que la mission soit plus proactive, qu'on puisse revoir les règles d'engagement, parce que les règles d'engagement permettent de savoir dans quelles conditions on peut utiliser la force. Qu'on puisse aussi donner les moyens d'action nécessaires pour pouvoir résister. Bon, maintenant, l'autre question, c'est que même si elle fait tout ça, elle ne pourra pas résister, mais au moins elle pourra évoluer dans cet environnement avec un maximum de protection, un maximum de moyens. Il va falloir travailler aussi avec les forces de défense et de sécurité du Mali, qui, elles, n'ont pas de limitation de mandat. Les seules limitations de nos forces, c'est des limitations de moyens. Donc, si on mutualise les forces, la MINUSMA avec les capacités qu'elle a, si elle coordonne avec nos forces de défense et de sécurité, si elle lui apporte un soutien logistique, aérien et autres, et partage de renseignements, nous pensons que s'il y a une meilleure coordination opérationnelle, nous serons en mesure davantage de nous imposer sur le terrain. Alors, Monsieur le ministre, de quels moyens est-ce que vous disposez pour faire prendre en compte vos préoccupations, les préoccupations que vous évoquez? Bon, d'abord, nous sommes un gouvernement. Nous ferons le travail. Nous allons doter nos unités progressivement pour qu'elles puissent faire ce travail-là. Et deuxièmement, nous discutons avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont aujourd'hui aussi, ils sont conscients du problème de crédibilité qu'eux-mêmes ils ont sur le terrain si la mission n'est pas dotée de moyens, parce que nous avons tous des responsabilités. Nous avons des pays voisins qui ont des contingents qui sont sur le terrain, qui sont exposés, qui sont tués chaque jour. Donc les membres du Conseil de sécurité ont la responsabilité de faire en sorte que ces troupes qui sont sur le terrain soient protégées, mais que l'objectif ultime, qui est quand même d'aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire national, soit atteint. En un mot, vous suggérez, les autres décident? Nous ne suggérons pas. Nous exprimons nos préoccupations. Nous fixons nos priorités. Nous faisons notre part du travail. Nous demandons aux autres aussi de pouvoir aider. Vous savez, ce n'est pas que nous sommes là en train de commander quoi que ce soit. Ce qui se passe au Mali ne concerne pas que le Mali. Vous savez, la menace terroriste, le trafic de drogue, la criminalité organisée, ça affecte tous les pays. Nos voisins subissent les contre-coups de la situation au Mali comme nous-mêmes.
Le terrorisme aujourd'hui a frappé Paris, a frappé Bruxelles et d'autres capitales européennes. Je pense que tous ces pays ont intérêt à pouvoir investir pour pouvoir contrer cette menace ici avant que ça n'arrive chez eux. Donc je pense que c'est une responsabilité de la communauté internationale. Vous espérez que vous avez été entendu et que le prochain mandat de la MINUSMA sera celui que vous souhaitez? Nous avons bon espoir que nos préoccupations sont entendues et de nos échanges avec les responsables des Nations Unies, avec les membres du Conseil de sécurité, nous sentons une inflexion dans le ton. Nos préoccupations reviennent. Vraiment, nous avons le sentiment, en tout cas, que s'il y a révision de mandat, les préoccupations du gouvernement seront au centre de ce mandat. Je ne suis pas certain que nous aurons tout ce qui est demandé, mais ce qui est certain, c'est que nous avons tous un test de crédibilité pour faire en sorte que la mission puisse remplir sa part de travail. Nous, en tant que gouvernement, vous savez, comme le répète très souvent M. le Premier ministre, nous souhaitons être accompagnés, mais nous ne souhaitons pas être des accompagnateurs. Nous ferons toujours notre part du travail. Nous demandons aux autres aussi qui ont une responsabilité par rapport à ces questions de pouvoir travailler avec nous dans notre intérêt, dans leur propre intérêt pour la sécurité de la région, pour la sécurité de ces pays-là. Ok, monsieur le ministre, vous l'avez dit, il y a eu des moments d'incompréhension avec les Nations Unies. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout va bien, tout roule comme sur des roulettes? Vous avez fumé les calamités de la paix? Nous n'avons jamais été en guerre contre les Nations Unies, le Conseil de sécurité ou les représentants du Conseil de sécurité. Je pense qu'ils faisaient leur travail. Nous défendons notre pays, l'honneur, la dignité de notre pays, son unité. Donc je pense que c'était... Il y a quand même eu des moments de tension entre... Il y a eu des moments d'incompréhension, il y a eu des moments de tension à certains moments qui sont dus au fait que je pense que chacun exprimait son point de vue. Nous, en tant que Mali, chaque fois qu'on a touché à des questions qui sont essentielles, qui touchaient à notre unité nationale, à la souveraineté de l'État, nous nous sommes exprimés pour nous faire entendre. Parce que les Nations Unies, après tout, sont là, parce qu'elles ont été conviées. Le Mali, je vous le rappelle, est aussi membre des Nations Unies. Donc, nous n'avons jamais été en belligérance avec les Nations Unies. Nous avons exprimé notre point de vue, ce qui est absolument normal. Aujourd'hui, nous avons d'excellentes relations de collaboration avec le représentant spécial, avec l'équipe de la MINUSMA ici et avec le Conseil de sécurité de façon générale. Nous le faisons en toute responsabilité. Et nous exprimons nos préoccupations. Ils expriment la leur aussi. Nous travaillons ensemble parce que nous avons tous intérêt à ce que le Mali se stabilise. Il y a des moments où ils disaient « vous avez violé le cessez-le-feu », vous répondiez « on n'a pas violé le cessez-le-feu », c'était des moments difficiles. Bon, vous savez, ça c'est inhérent aussi au système parce que s'il y a des violations, il faut qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir constater ces violations. Et ces mécanismes n'avaient pas toujours pu fonctionner à la satisfaction de tous. Donc, si des informations viennent qui n'étaient pas avérées, qui mettaient en cause notre bonne foi, nous sommes obligés, parce que le gouvernement du Mali, à aucun moment, n'a violé ses engagements par rapport au cessez-le-feu. Nous ne pouvions pas accepter cela. Naturellement, certaines parties belligérantes, à certains moments, peuvent proférer des accusations ou des insinuations à un certain moment donné. Mais je crois que tout ceci est absolument normal. En tous les cas, nous avons toujours montré notre bonne foi. Alors, Monsieur le ministre, lors d'un de vos nombreux passages aux Nations Unies, vous avez demandé d'entamer l'élaboration d'une stratégie de retrait de la MINUSMA. Vous n'avez pas envie que cette force s'éternise sur notre sol? Oui, merci d'ailleurs pour cette question. Je pense que nous n'en avons pas toujours été compris. Nous n'avons pas demandé un retrait immédiat précipité avec une date fixée. Ce que nous avons demandé, c'est que chaque fois qu'une mission se déploie dans un pays, mais on commence la mission en pensant à la fin de la mission. Ce qui nous permet déjà d'avoir des stratégies qui fixent un certain nombre d'objectifs. Ce qui n'est pas forcément le cas des forces onusiennes. Non, je parlais des forces onusiennes. La force onusienne, dans beaucoup de pays, en RDC ou ailleurs, sont restées longtemps parce qu'à certains moments, ces opérations n'ont pas été adéquatement planifiées pour intégrer ces éléments d'objectifs et d'horizon. Ce que nous avons demandé, c'est qu'avec nos amis des Nations Unies, fixons-nous des caps, fixons-nous des objectifs. Voyons quelles capacités nous pouvons bâtir pour arriver à ça. Je vous prends un exemple. Si on prend les forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont une composante essentielle dans l'objectif de restauration de l'autorité de l'État,
c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour bâtir des capacités, pour qu'à un certain horizon, progressivement, nos forces de défense et de sécurité assument la sécurité nationale et que progressivement, l'aménagement joue un autre rôle. On peut prendre d'autres questions aussi. C'est ce que nous avons expliqué au Conseil de sécurité, qu'il était important que maintenant nous puissions envisager ensemble des stratégies qui nous permettent de fixer des caps et des objectifs en disant que si ces objectifs sont atteints, nous espérons pouvoir un jour nous passer de l'aménagement. Parce qu'en définitive, l'objectif, ce n'est pas d'avoir une mission des Nations Unies qui s'éternise ici. L'objectif, c'est de faire en sorte que les Maliens, l'État malien, assume ses responsabilités. C'est ce que je vous explique, que nous n'avons pas besoin de fixer une date en ce moment précis. Ce qui est sur la table, c'est que nous puissions commencer à discuter de cette question pour nous mettre d'accord sur la façon d'opérer. Mais dans vos stratégies, l'aménagement va rester combien d'années encore? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Nous souhaitons que ceci ne soit pas une éternité. Mais ceci va dépendre aussi de la réalité sur le terrain. Est-ce que dans quelle mesure nous avons été efficaces pour prendre le contrôle de notre territoire national, pour lutter contre le groupe terroriste, pour déployer les services de base, l'autorité de l'État, les collectivités sur l'ensemble du territoire national. Donc je pense que cette sortie dépendra d'un certain nombre de choses à faire, dont la responsabilité va dépendre en partie, va reposer sur l'État malien et aussi sur nos partenaires étrangers. Donc je pense que ce n'est pas une question ou une date qu'on peut fixer de façon irresponsable, mais je pense que c'est une question qui est sur la table, sur laquelle nous voulons travailler. Et d'ailleurs, la mission de revue stratégique de l'aménagement, qui était là au mois de mars, c'était une des questions qu'elle avait sur la table. Et nous pensons que nous allons pouvoir aussi travailler à cette question, mais de façon tout à fait responsable, sans précipitation. Alors, Monsieur le ministre, le fait serait anodin s'il n'avait pas suscité les réactions qu'il a suscitées. Quelques jours après cette demande, on nous privait de notre droit de vote pour non-paiement de cotisation. Beaucoup de nos compatriotes y ont vu des représailles par rapport à ce que vous avez dit. Bon, je pense qu'on peut toujours parler des théories de la conspiration, mais nous n'y croyons pas. Je pense que cet incident malheureux que nous regrettons, qui a pu être fixé rapidement, est aujourd'hui derrière nous. Et nous pensons que nous n'avons pas de problème avec les Nations Unies en tant que telles et que nous dialoguons avec eux et qu'il est absolument normal que dans ce dialogue, il y a des questions sur lesquelles nous sommes en entente parfaite, il y a des questions sur lesquelles aussi nous devons continuer à travailler pour davantage rapprocher les positions. Alors, et vous avez tiré tous les enseignements de cette situation parce qu'on se rappelle quand même qu'elle avait suscité la colère de vos chefs. Vous savez, c'est des choses qui peuvent arriver, mais aujourd'hui, je peux vous dire que le Mali est à jour dans ses contributions presque dans toutes les organisations et que des mécanismes appropriés de vigilance et de suivi sont mis à place au niveau du ministère des Affaires étrangères pour faire ces paiements. Le ministère des Finances aussi a reçu les instructions nécessaires par rapport à cela et nous veillerons à ce que ceci se passe normalement. Parlons de l'accord de paix. Monsieur le ministre, le secrétaire général des Nations Unies, dans les derniers rapports, avait exprimé sa préoccupation face à l'augmentation du nombre de violations des droits de l'homme et d'atteintes à ces droits recensés par l'aménagement, ainsi que la lenteur des progrès réalisés dans la lutte contre l'impunité. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous rappeler à l'ordre? Je ne pense pas. Ceux qui font ces rapports les font sur la base d'informations qui sont disponibles. Je peux juste vous renvoyer à ma déclaration officielle au nom de la République du Mali devant le Conseil de sécurité il y a quelques semaines où nous avons fixé cette question. Parce que le ministère de la Justice a procédé à des vérifications. Il se trouve que les informations qui sont données par rapport à ces prétendues violations ne sont pas fondées. Nous avons donc invité les Nations Unies. C'est un faux rapport qui a été envoyé aux Nations Unies? Je vous laisse le choix du qualificatif. Ce qui est certain, c'est que nous avons demandé aux Nations Unies de rentrer en contact avec nos services pour pouvoir travailler ensemble, comparer les différents éléments, pouvoir vraiment fixer les choses. Le gouvernement du Mali veille à ce que nous respections tous nos engagements internationaux, que les droits de l'homme également soient respectés. Nous ne disons pas que ici et là, il n'y ait pas d'abus ou en tout cas de comportement qui soit répréhensible. Chaque fois que cela a été le cas,
des instructions ont été données pour fixer cela et des mesures disciplinaires et judiciaires ont été envisagées. Le secrétaire général a également souligné ses préoccupations, je cite, quant au progrès limité réalisé dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Vous partagez son analyse? Nous avons notre analyse. Nous avons notre analyse d'une situation qui est très complexe, d'une situation dans laquelle chacun assume sa part de responsabilité. Le gouvernement, en tant que principal responsable, assume sa part de responsabilité dans cela. Mais je pense que ce n'est pas une question d'opérer des jugements. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous sommes déterminés à appliquer cet accord de paix. Nous avons des difficultés sur le terrain. La situation sécuritaire, notamment marquée par le terrorisme, n'a pas permis de réaliser un certain nombre de choses. Donc vous reconnaissez qu'il y a des lenteurs? Il y a des difficultés. Il y a des contraintes. Il y a des choses que nous avons prévues dans un certain temps qu'on n'a pas. Vous savez, nous le rappelons constamment, un processus de paix n'est jamais un long fleuve tranquille. Ce n'est pas des processus linéaires. Nous nous engageons sur un certain nombre de choses, mais le terrain va déterminer. Il y a un certain nombre de conditions objectives qui n'ont pas permis de faire ça. Il y a d'autres choses sur lesquelles aussi nous sommes allés vite. Nous avons mis en place les différentes structures qui sont nécessaires par rapport à l'accord. L'État a dégagé des moyens substantiels pour permettre l'application de cet accord. Et nous espérons pouvoir aller aujourd'hui rapidement vers des patrouilles mixtes. Les autorités intérimaires, qui constituent une demande essentielle des mouvements signataires, est aussi quelque chose aujourd'hui qui a été agréé. Donc, je pense qu'il faut regarder les choses de façon holistique. Alors, Monsieur le ministre, et non prendre un seul élément. Il s'agit d'un accord global. Okay. Monsieur le ministre, votre homologue algérien, Ramtan Lamamra, qui a présidé les négociations d'Alger, interpelle aujourd'hui la communauté internationale. Selon lui, les difficultés actuelles peuvent entraver ou du moins continuer à retarder l'aboutissement du processus de paix. C'est une personne avertie qui parle là. Vous partagez cette analyse? J'ai lu bien l'intervention de Ramtan Lamamra. Et cette intervention salue et félicite les efforts qui ont été faits par le gouvernement du Mali et les accélérations qui ont été opérées, tout en ne niant pas les difficultés. Mais la partie à laquelle vous faites référence, c'est beaucoup plus la responsabilité des partenaires du Mali qui est appelée sur un certain nombre de choses à faire pour pouvoir aider le Mali sur le plan sécuritaire, à avoir les capacités et les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge ces défis, mais aussi sur le plan suffisamment aujourd'hui. Qui ça? Les partenaires. Bon, vous savez, il y a un certain nombre de choses, nous souhaitons avoir plus d'appui. Aujourd'hui, nous pensons que sur la question de développement de façon générale et surtout après la conférence de Paris, organisée à l'OCDE pour la relance économique et le développement du Mali, le Mali a bénéficié d'un soutien extrêmement important, d'annonces de contribution de plus de 3,2 milliards de dollars. Maintenant, nous invitons les partenaires à pouvoir vraiment verser ces contributions. Je pense que malheureusement, il y a peu de cet argent qui arrive sur les tables. Des effets d'annonce? Ce n'est pas des effets d'annonce. Vous savez, il y a des procédures, il y a un certain nombre de choses. Il nous appartient de travailler avec les partenaires pour pouvoir vraiment suivre ces financements, pouvoir vraiment les débourser. Et la deuxième chose, c'est sur la question de défense et de sécurité aujourd'hui, où beaucoup de partenaires éprouvent des difficultés à pouvoir assister. Mais nous pensons aujourd'hui que c'est incontournable de pouvoir doter nos unités des moyens adéquats, protection des frontières, protection des populations, lutte contre la drogue, lutte contre le terrorisme, de pouvoir faire ce travail-là. Donc, je pense qu'il est important que nous puissions bénéficier aussi d'engagements concrets sur le terrain pour pouvoir aller dans cette direction. Alors, vous avez négocié vous-même l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale en tant que chef de la délégation gouvernementale. En son temps, on se demandait bien pourquoi vous, un conflit interne, relève-t-il de la diplomatie? Je ne pense pas que je sois fondé à répondre à cette question, bien que je me réjouisse de la confiance placée en moi à l'époque par le chef de l'État pour pouvoir faire ce travail. Seul le chef de l'État est fondé à répondre à cette question. Pour ma petite personne, je me suis engagé avec détermination à pouvoir faire ce travail-là dans le seul intérêt du Mali. Est-ce que pour être un bon diplomate, il faut être un bon négociateur? Ce qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires. Je pense que
il faut avoir une bonne compréhension des enjeux, des défis. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup servi dans cette négociation, une leçon que j'ai dû d'ailleurs tirer de mes conversations avec l'ancien haut représentant du chef de l'État pour le dialogue interinclusif malien, le Premier ministre Modibo Keïta, qui m'a toujours conseillé que dans ces négociations, il faut parler moins et écouter plus. Et je pense que cela nous a beaucoup aidés et nous a beaucoup servi. Alors, Monsieur le ministre, passons à un autre chapitre de notre entretien en matière de coopération multilatérale notamment. Il y a eu beaucoup d'initiatives en faveur de notre pays. Il y a eu Bruxelles pendant la transition. Il y a eu la conférence des donateurs pour le Mali, donc ça c'était Bruxelles. Il y a eu Paris et plus récemment. Les promesses de fonds deviennent-ils toujours une réalité? On avait commencé à en parler. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? C'est vrai que ces grandes conférences même méritent une analyse plus fine de notre part. Chaque fois que nous partons dans ces conférences, c'est vrai que c'est des enveloppes faramineuses qui sont annoncées. Nous savons aussi que dans beaucoup de ces annonces, certains de ces financements existent déjà ici. Donc ce sont des fonds qui sont annoncés de nouveau alors qu'il y avait des engagements déjà par rapport à ça. Nos équipes sont sur le terrain en train de... pour pas grand résultat. Non, pas qu'il n'y a pas de grands résultats. Ce que je veux dire seulement, il faut pouvoir analyser pour sérier les choses, pour pouvoir comprendre quelles sont les ressources additionnelles. Parce que c'est ce qui est important. Si nous prenons aujourd'hui le cas d'un partenaire comme l'Union européenne ou beaucoup de partenaires qui font des engagements pluriannuels sur 4-5 ans, quand nous organisons ce type de conférence, ça trouve que souvent certains de ces fonds étaient déjà engagés. Donc ce que nous voulons comprendre avec certains de ces partenaires, quelles sont les annonces de contribution nouvelles liées à cette conférence particulière et parmi ces fonds, quelles sont les allocations qui vont directement maintenant à l'application de l'accord. Donc il faut une analyse fine pour pouvoir vraiment analyser ces questions, mieux comprendre vraiment quelles sont les ressources nouvelles et les ressources additionnelles que nous avons pu dégager. Nos équipes, les équipes du ministère de l'économie et des finances et d'autres sont aussi en train d'analyser cela et engager dans le cadre du comité de suivi, ce dialogue-là avec nos partenaires pour pouvoir vraiment délier un peu les choses, mieux comprendre cette information. Alors au-delà de ces sous, espèces sonnantes et trébuchantes qui tardent souvent à arriver, qu'est-ce qu'on tire de cette coopération multilatérale aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. Je pense, coopération multilatérale comme bilatérale, il y a beaucoup d'engagements qui sont faits. Et vous avez vu, chaque fois qu'il y a une question qui touche le Mali, comme la conférence de Bruxelles, le niveau des réponses concernant le Mali est extrêmement élevé. Je sais qu'on a des pays aussi qui se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier de la même attention. Et nous avons besoin de ces partenaires-là, comme l'Union européenne, comme d'autres grands partenaires américains ou asiatiques, les Japonais, les Allemands ou les Chinois, les Indiens, qui sont aujourd'hui en train de faire des contributions très importantes. Mais aussi, il faut pouvoir aussi regarder à l'intérieur de ces contributions aussi, il y a des types de ressources qui sont nouvelles. Il y a souvent des prêts, il y a souvent d'autres types d'allocations qui viennent. Nous devons pouvoir vraiment nous organiser nous-mêmes pour pouvoir plus agressif, pour pouvoir tirer aussi le maximum. La conférence Chine-Afrique qui s'est tenue récemment où la Chine a annoncé près de 60 milliards d'aides pour l'Afrique, dont la moitié en termes de prêts. Donc, des requêtes ont été introduites déjà auprès du partenaire chinois dans le domaine des infrastructures, les rails et d'autres secteurs énergétiques pour pouvoir en bénéficier. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment amener ce qu'on appelle des projets bancables. Ok. Ouais. Monsieur, parlant toujours de cette coopération multilatérale et bilatérale, une question bête, on vous voit à la télé toutes les semaines, vous signez des conventions, des accords de financement, c'est des milliards qui sont annoncés avec des partenaires. Est-ce que c'est de l'argent liquide disponible tout de suite après la signature ou bien c'est des papiers avec des conditions, des conditionnalités de décaissement? Bon, je dois dire qu'une des principales attributions de notre département, c'est de pouvoir aussi négocier, conclure, conserver et mettre en œuvre et suivre ces différentes conventions. Toutes les conventions qui sont signées au niveau des affaires étrangères, en particulier les conventions de financement, sont des conventions pour lesquelles les ressources sont immédiatement disponibles. Une fois que nous signons les conventions, ces conventions sont transmises au département technique concerné. Supposez que nous signons une convention pour des périmètres irrigués à Ségou.
le ministère chargé de l'Agriculture prend en charge la question, présente déjà le projet, ouvre des comptes et l'argent est versé. Et dans ce cadre-là, souvent, ça peut être aussi de l'aide budgétaire. Si c'est de l'aide budgétaire, l'argent est versé au ministère des Finances qui doit respecter un certain nombre de paramètres par rapport à ça. Ce dont je peux vous assurer, c'est que le ministère des Affaires étrangères n'a pas un franc dans ces fonds, dans ces conventions que nous signons. L'argent va au Mali. Nous nous sommes déjà payés par l'État malien. Et je sais que beaucoup de citoyens nous posent chaque fois la question pour se demander est-ce que nous n'avons pas aussi des ristournes par rapport à ces conventions. Nous n'en avons pas malheureusement et nous nous contentons de ce que l'État met à notre disposition. Alors, Monsieur le ministre, le sommet France-Afrique avance à grands pas. Une commission, j'allais dire indépendante, est chargée de l'organisation. Qu'est-ce qu'on vous reproche en ne vous confiant pas cette organisation? Je ne vois pas ça du tout en termes de reproche. Je pense que le chef de l'État, le chef de gouvernement organise les questions en fonction d'un certain nombre de paramètres et d'objectifs. Et le fait que cette conférence ait été confiée à une commission dédiée à cette tâche n'est pas d'abord une question nouvelle. La conférence qui s'est tenue en 2005-2006 ici à Bamako était organisée par une commission spéciale au sein de laquelle les affaires étrangères ont joué leur rôle. L'actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères était un des points focaux par rapport à cela. Vous ne croyez pas que l'organisation de ces choses-là vous revient de droit? Nous avons des attributions très claires. Nous avons déjà beaucoup à faire avec ce qu'on nous donne. Je ne pense pas que nous nous engagions dans une querelle de compétences. Nous cherchons à mieux faire ce qui nous est confié et aussi à contribuer, parce que c'est un travail d'équipe. Le président du comité d'organisation, Abdullah Koulibaly, qui est un aîné, avec lequel nous avons d'excellentes relations de collaboration, et aussi avec le secrétariat général de la présidence, nous travaillons comme une équipe pour défendre l'intérêt du Mali. Je pense que c'est ça le plus important. Cette conférence, nous ne la faisons pas pour notre gloriole personnel, c'est pour le Mali. Et en tant que membre de cette équipe, nous jouerons pleinement notre partition. Et je rappelle au passage que les affaires étrangères, notre tâche essentielle, c'est de nous occuper de la dimension politique et de la définition thématique de cette conférence et de la mobilisation diplomatique que nous devons faire autour de cela. Et nous allons essayer au maximum de faire cette partie et de la faire très bien, en plus de la dimension protocole que nous gérons également. Alors, Félix, moi, je voudrais terminer sur ce chapitre en posant une question sur la France. La France, parce que, vu l'importance de nos relations avec la France, vu que c'est l'ancienne puissance coloniale, on dit souvent que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Alors la France qui intervient au Mali, la France qui investit tant dans la force Serval, ensuite la force Barkhane, qu'est-ce que nous donnons en retour? Vous l'avez dit au début de votre intervention, nous sommes aujourd'hui dans un monde interconnecté, que ce soit pour l'accès à des ressources, que ce soit sur des questions de sécurité aujourd'hui, la migration clandestine, le trafic de drogue, le terrorisme, sur toutes ces questions, nous avons les mêmes intérêts. Les enjeux sont énormes pour nos pays. Nous devons tous travailler ensemble. Je pense que les pays qui viennent avec nous dans ce combat ont des intérêts par rapport à ça qu'ils défendent, parce qu'ils sont conscients que ce qui se joue ici ne concerne pas que le Mali. Le seul intérêt, c'est la lutte contre le terrorisme? Non, je dis qu'il y a plusieurs intérêts. Je pense qu'il appartient à la France et aux Français de vous dire exactement ce qu'ils visent. Mais nous, ce qu'on peut comprendre... Mais nous, on peut vous demander ce qu'ils attendent de vous. Ils vous l'ont peut-être dit. Écoutez, ce qu'il y a, c'est que nous avons... C'est un pays ami. Bien que vous disiez qu'il n'y a pas d'amitié entre pays, c'est un pays ami, c'est un pays partenaire avec lequel nous avons des liens historiques, liens économiques et liens de toute nature aussi sur des dimensions sécuritaires. Nous travaillons ensemble. Nous cherchons, nous, à faire en sorte que le Mali puisse tirer le maximum de ce partenariat, que notre diaspora qui est aussi en France puisse bénéficier de cela, que ce partenariat profite aux entreprises maliennes et que les entreprises françaises qui travaillent ici sont les bienvenues, peuvent faire des profits au niveau du Mali, doivent faire en sorte aussi que les Maliens profitent aussi de ce partenariat-là. Pour moi, c'est ça vraiment le plus important, c'est que nous avons des pays, nous avons des partenaires, ils sont les bienvenus au Mali, travaillent avec le Mali, tant sur les questions économiques que sur des questions de sécurité, de renforcement des capacités. Sur chacune de ces questions, nous pensons que nous avons quelque chose à apporter. Et les autres pays ont aussi quelque chose à apporter, comme
nous souhaitons pouvoir aussi en tirer le maximum. La réponse est très diplomatique, mais on l'a comprise. Vous parlez comme Manuel Valls qui disait que la France n'attend rien du Mali. Je n'ai pas entendu cette déclaration de Manuel Valls. Je pense qu'il appartient à la France de pouvoir vraiment déterminer ce qu'elle cherche. C'est que ce dont je suis conscient et certain, c'est que nous avons tous besoin les uns des autres, grands ou petits. Alors, Monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Je vous propose qu'on passe aux questions d'intégration africaine. Venons-en. Le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'intégration du continent, disposition constitutionnelle. On la rappelle souvent. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité, Monsieur le ministre? Elle est. C'est une question de survie, c'est une question d'intelligence politique. C'est aussi une question de réalisme. Pour un pays enclavé comme le Mali, je l'ai indiqué, nous n'avons d'autre survie qu'à travers l'intégration. Mais nous ne devons pas seulement le faire en termes de survie, nous devons aussi le faire parce qu'il y a une rationalité économique derrière pour pouvoir vraiment avoir accès à la mer, pour pouvoir avoir accès au marché, permettre aussi aux autres d'accéder à ce marché. Mais au-delà de ces questions économiques ou autres, je pense que l'engagement panafricain du président Ibrahim Boubacar Keïta, comme du président Modibo Keïta à l'époque, n'a jamais été démenti. Parce que nous sommes conscients que c'est seulement dans le cadre de l'unité de l'Afrique que nous pouvons faire en sorte que notre voix soit entendue, que nous pourrons promouvoir le développement de nos pays, que nous pourrons même assurer la sécurité du continent africain et faire en sorte que le continent africain puisse peser sur le cours des affaires internationales. Nous savons toutes les potentialités et les richesses dont regorge ce continent. Nous devons en faire un marché où nos populations peuvent aller et venir librement faire des affaires ou se connaître davantage et faire en sorte que nous puissions aussi avoir une prospérité partagée. Je ne pense pas qu'avec 54 États cloisonnés avec des frontières un peu partout sur le continent, nous puissions avoir un développement. Alors, fort de votre expérience des idées telles que les États-Unis d'Afrique, véhiculées en son temps par certains chefs d'État, vous croyez vraiment, vu la marche de l'Afrique, que c'est chose réalisable? Les États-Unis d'Afrique doivent rester l'objectif ultime. Maintenant, est-ce réalisable? Est-ce réaliste? C'est réalisable, c'est réaliste. C'est juste une question d'avoir la volonté d'y aller. Si on a la volonté d'y aller, ça veut dire aussi qu'on doit avoir la méthode. La méthode, on sait que ce n'est pas, on ne peut pas proclamer les États-Unis d'Afrique. Il faudra des étapes. Il faut organiser déjà les communautés régionales sous forme de confédération ou d'autres formes possibles et que ces organisations puissent approfondir leur processus de coopération et d'intégration régionale pour évoluer vers une fusion de ces différentes organisations régionales pour pouvoir constituer ces États-Unis d'Afrique qui, de notre point de vue, doivent demeurer l'objectif à atteindre. En tout cas, le Mali, pour sa part, est prêt pour cela. Et le Mali a toutes les dispositions constitutionnelles et autres arrangements qui sont nécessaires. Monsieur le ministre, malgré cela, vous rétablissez les visas avec le Cameroun, par exemple. Ça ne va pas à contre-courant? Absolument pas. On n'a pas atteint le stade que nous voudrions. Naturellement, le Mali a une des politiques les plus libérales aujourd'hui en matière de circulation des personnes et des biens, mais aussi il faut que nous soyons réalistes. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui est marqué par le terrorisme, où l'insécurité est grandissante, où un certain nombre d'États peuvent estimer qu'il est nécessaire à un certain moment de pouvoir se protéger pour assurer la sécurité de tout un chacun. Je pense que plusieurs pays aujourd'hui évoluent vers la mise en place de données biométriques pour pouvoir vraiment identifier les citoyens. Je pense que c'est dans notre propre intérêt. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de nos populations de faire en sorte, parce que nous sommes dans des guerres qui sont des guerres asymétriques où nous ne voyons pas et ne connaissons pas l'ennemi. L'ennemi est parmi nous, qui peut être notre frère, notre sœur souvent. Donc il est important que nous sachions qui entre et sort de nos pays et que nous puissions avoir des données par rapport à ça. Le Mali lui-même a évolué vers le passeport biométrique. Et je crois que ces mesures de sécurité aujourd'hui nous sont imposées par la réalité. Monsieur le ministre, quels sont aujourd'hui les critères qui sous-tendent l'ouverture d'une ambassade dans un pays? Est-ce que c'est la richesse du pays en question qui compte ou bien c'est l'amitié entre les deux présidents? Qu'est-ce qui fait que vous ouvrez une ambassade aujourd'hui au Gabon, en Chine, pas en Syrie? C'est en premier lieu l'intérêt du pays.
Et cet intérêt du pays est déterminé par le chef de l'État, chef de la politique extérieure. Et cette détermination de l'intérêt du pays, elle-même se fait sur la base d'un faisceau d'éléments ou de décisions qui peut être motivé souvent par des intérêts stratégiques ou géostratégiques, qui peuvent être liés aussi par la présence importante de communautés maliennes que nous souhaitons protéger. Ça peut aussi être lié à l'existence de potentialités ou de disponibilités en ressources dont nous souhaitons pouvoir bénéficier. Donc, souvent, ça peut être aussi sur un plan politique de rapprochement avec un certain nombre de pays où nous pensons que nous avons des intérêts à défendre en tissant des relations, en ayant une présence sur le terrain au niveau de ces pays. Alors, une cinquantaine de représentations diplomatiques aujourd'hui à travers le monde est suffisant pour un pays qui veut rayonner au plan international? Ce n'est jamais suffisant, mais vous savez, tout ceci a un coût. Et on est obligé de prendre des décisions en fonction de cela. Même cette cinquantaine de représentations diplomatiques qui existent a un coût pour le Mali et pour les Maliens. Ce que nous essayons de faire maintenant, à la lumière des axes de politique étrangère déterminés par le chef de l'État et le gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions revoir cette carte diplomatique pour l'adapter à nos intérêts. Vous savez, il y a plusieurs... D'abord, à mon avis, la question la plus importante, c'est de déterminer où nous devons être présents. Si nous devons être présents, sous quelle forme? Parce que dans certains cas, c'est une ambassade, dans certains cas, c'est un consulat, dans certains cas, même un poste commercial peut faire l'affaire. Et maintenant, regardez à l'intérieur de cela comment nous nous organisons. Je pense que cette révision de la carte diplomatique qui est en cours maintenant, dans la perspective de la prochaine conférence des ambassadeurs, nous permettra aussi d'évaluer un certain nombre de choses en termes de performance de nos missions, en termes vraiment de justesse du choix de présence dans un certain nombre de pays et des moyens qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Justement, c'est pour quand cette conférence, la prochaine conférence des ambassadeurs? Bon, vous savez, ça c'est une question sur la table du gouvernement, du chef de l'État et du Premier ministre qui, le moment venu, détermineront la date. Mais nous, pour notre part, les réflexions se poursuivent et nous espérons pouvoir la tenir dans les meilleurs délais possibles pour pouvoir vraiment finaliser. Il y a un certain nombre de questions aussi qui n'ont pas besoin d'attendre la conférence des ambassadeurs qui seront aussi tranchées parce que ce sont des questions Elle ne se tient pas apparemment depuis une dizaine d'années, elle n'est pas importante? Elle est très importante, mais aussi il y a des moments. Je pense qu'il y a des moments, souvent il y a des questions de moyens, il y a des questions de coûts. Donc c'est une activité relativement lourde à organiser. Et je pense que je ne peux que déterminer pour la période où nous avons été ici. Et c'est une question importante pour le chef de l'État et nous essayons de l'organiser de la meilleure manière possible. Et c'est quelque chose qui est sur notre agenda et nous espérons pouvoir réunir les conditions nécessaires pour ça. Alors, Monsieur le ministre, beaucoup d'observateurs estiment que votre diplomatie manque de vitalité, de vigueur, de sang neuf. Faut-il être en fin de carrière pour être ambassadeur au Mali? Ou bien entendez-vous insuffler une nouvelle dynamique en apportant du sang jeune, en promouvant quand même la jeunesse? Je ne pense pas que cette décision soit fondée. Quand nous nommons les gens, c'est vrai, l'âge est important, mais ce n'est pas le seul déterminant. Nous essayons de regarder chaque fois aussi là où nous postons les gens, quelle expérience ils ont, quelle capacité ils ont pour atteindre des objectifs que le chef de l'État s'est fixé. Mais même sur cette question de jeunesse où je vous prends, notre ambassadeur à Addis Abeba, il est jeune. Notre ambassadeur qu'on vient de nommer représentant permanent auprès des Nations Unies, il est jeune aussi. Mais nous avons aussi des plus anciens auxquels nous ne devons pas jeter la pierre. Je pense que pour qu'une équipe marche, nous avons besoin de tous les talents. Et le chef de l'État décide à chaque moment de quel type de talent il a besoin à un moment donné et pour quel type de mission. C'est une diplomatie qui se militarise aussi avec beaucoup d'ambassadeurs qui sont militaires? Bon, je pense que ça, d'abord, j'ai le plus grand respect pour les hommes et femmes en tenue. Et je voudrais d'abord vraiment m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont sur le front, qui sont tombés pour la défense du pays, qui méritent notre respect. Je ne pense pas que ce soit une décision fondée. Les militaires qui sont nommés ambassadeurs sont d'abord des citoyens maliens. Et la militarisation de la diplomatie n'est pas une terminologie qui nous semble appropriée, parce que
Tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Et ces objectifs ne sont pas des objectifs militaristes. Maintenant, que tel fils ou telle fille du pays soit qualifié à un moment donné pour faire cela, je ne pense pas que nous devons regarder les galons en ce moment. Nous leur devons plutôt respect et considération. Okay. Et sur la cinquantaine d'ambassadeurs du Mali à l'extérieur, on ne compte que 3 à 4 femmes. Que faites-vous du quota réservé, le quota de 30% réservé aux femmes dans les fonctions électives et nominatives? Je reconnais que nous sommes nettement en deçà de cet objectif qui est un objectif gouvernemental, une priorité du chef de l'État. Et nous allons œuvrer à pouvoir relever cet objectif au niveau qui a été fixé par loi. Mais nous faisons face aussi à un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes souvent de capacité. Aujourd'hui, quand nous regardons, peut-être qu'il y a eu des problèmes, des faiblesses dans le mode de recrutement au niveau des affaires étrangères. Parce que si nous allons vers une professionnalisation de la diplomatie aujourd'hui, le socle doit être des cadres de carrière au niveau des affaires étrangères, tout en restant ouvert à ceux qui ne viennent pas de la carrière nécessairement. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de femmes. Pas assez de femmes à des niveaux de responsabilité qui soient prêts pour assumer ce type de fonction. Donc nous devons pouvoir investir dans le recrutement massif de personnel féminin et nous devons aussi, en attendant que nous puissions recruter le maximum de ce genre, s'ouvrir aussi à d'autres corps de la fonction publique qui ont des personnels féminins qui sont désireux de venir aux affaires étrangères. Donc avec tous ces éléments, nous pensons que nous allons pouvoir remplir ce gap, mais c'est vrai que nous aurions voulu avoir un niveau de personnel féminin plus élevé à ces niveaux de responsabilité. Alors, et sur le personnel tout court, il paraît que les affaires étrangères sont un corps très hostile au corps étranger. Je ne pense pas qu'un diplomate qui, par définition, est une personne qui est ouverte et qui veut engager, entretenir des relations avec les autres soit fermé. Mais je pense que dans chaque profession, il y a des règles. La profession de diplomate a un certain nombre d'exigences, mais aussi de qualités qu'il faudrait avoir pour faire ce travail, mais aussi parce qu'il y a un cadre qui existe au niveau des affaires étrangères, où je pense que certains ont choisi cette profession et qui ne peuvent évoluer qu'au niveau des affaires étrangères et qui souhaitent que leur profession soit protégée. Parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler à l'administration territoriale, ils ne peuvent pas aller travailler à la justice. Et qu'aux affaires étrangères même, il y a un plan de carrière. Donc vous comprenez, vous justifiez. J'explique. Il y a un plan de carrière qui existe aux affaires étrangères. Même le cadre des affaires étrangères, s'ils viennent au département, ils doivent passer 5 ans, ensuite aller dans les missions diplomatiques pour à peu près la même période, et revenir pour une période de 2-3 ans avant de sortir. Ce que nous voulons, c'est que les autres corps de la fonction publique, qui sont aussi des agents de l'État, qui peuvent aussi faire carrière au niveau des affaires étrangères, doivent au moins opter pour la carrière aux affaires étrangères. S'ils viennent, qu'ils soient assujettis aux mêmes règles de rotation. Mais la plupart des cadres veulent aller dans les ambassades, ils ne veulent pas venir aux affaires étrangères. Mais même nous, pour former aujourd'hui la jeune génération chez nous, si nous avons 50% de nos effectifs qui ne sont pas des affaires étrangères, qui viennent juste en ambassade, ils repartent dans leur département, mais comment on va transmettre la connaissance aux jeunes gens? Donc je crois que ce sont des questions pratiques. Et les affaires étrangères font partie de l'État. Les affaires étrangères restent ouvertes à tous les corps de la fonction publique. Encore faut-il que les gens choisissent aussi de se soumettre aux mêmes règles auxquelles les fonctionnaires des affaires étrangères sont soumis. Et justement, parmi vos priorités au départ, les chantiers urgents, ce que vous appelez les chantiers urgents, il y avait la mise en place d'un panel pour réfléchir sur la question justement du personnel et l'adoption du projet du statut autonome. C'est des acquis aujourd'hui ou bien c'est des questions qui restent toujours en suspens? Ce n'est pas des questions en suspens. Sur la question du statut autonome, c'est une question sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons discuté avec les responsables des syndicats, nous avons discuté avec les personnels au niveau interne. Nous avons pratiquement finalisé le document à notre niveau. Le document a fait l'objet de discussions avec la fonction publique et nous espérons pouvoir faire avancer cette question. Sur la question de la revue de l'ensemble, nous avons aussi engagé un audit institutionnel
Nous sommes sur le point d'engager un consultant pour nous aider à faire le travail, regarder est-ce que la structure actuelle des affaires étrangères est adéquate pour lui permettre de remplir sa mission, est-ce que nous avons les personnes qualifiées en quantité et en qualité pour remplir sa mission. Et à la lumière de cela, nous allons saisir le gouvernement avec un certain nombre de recommandations. Alors, Monsieur le ministre, ça va être la dernière question, en tout cas en ce qui me concerne. On va dire un mot de la promotion de nos cadres à l'international. Les observateurs notent ces dernières années une série d'échecs, OMVS avec le Haut Commissariat, OMS avec la Direction Générale, Francophonie avec le Secrétariat Général, là-bas de la présidence. Beaucoup y voient quand même un échec de notre diplomatie. Malheureusement, on ne parle que du train qui n'arrive pas à l'heure. Beaucoup de Maliens aujourd'hui occupent ou ont occupé de hautes fonctions au niveau de la fonction publique internationale. Chaque fois que le gouvernement a estimé qu'un cadre méritait de pouvoir porter les couleurs du Mali ou en tout cas d'occuper ses fonctions, nous nous sommes battus. Nous avons mis en branle notre appareil diplomatique. Le chef de l'État lui-même et l'ensemble du gouvernement se sont engagés avec détermination pour faire aboutir. Vous savez, ces questions de candidature dépendent de beaucoup de paramètres. Et le Mali n'est pas le seul dans ce cas. Beaucoup de pays aussi peuvent rencontrer des difficultés. Je pense que nous n'avons pas nécessairement une obligation de résultat. Mais quand cela ne marche pas, vous ne considérez pas qu'il y a un échec? Vous savez, quand ça ne marche pas, c'est nécessairement un échec. Mais je pense que le plus important, de notre point de vue, parce que, vous savez, c'est comme un match de football. Vous n'allez pas pour dire qu'il faut que je gagne seulement. On peut gagner, on perd. À mon avis, ce qui est plus important, c'est que même quand on perd, qu'on en tire les leçons pour avancer. Et quand il y a des succès aussi, il faut les saluer. Je pense qu'il y a eu des succès également. Donc je crois que c'est ce qu'il faut mettre en branle, mais malheureusement, on s'arrête toujours au train qui n'arrive pas à la gare à l'heure. Monsieur le ministre, rarement nos diplomates à l'étranger, même ici, ont des mots à dire sur l'actualité internationale. Est-ce que c'est des consignes que vous leur donnez ou c'est une stratégie d'indifférence qui ne dit pas son nom? Quel diplomate ne peut pas dire un mot? Par exemple, des choses se passent aujourd'hui sur le plan international en Syrie. On n'a jamais entendu la voix du Mali sur des questions comme ça. Le Mali s'est exprimé partout où nous avons jugé utile que nous devons porter notre voix sur ces questions. La Syrie, nous avons parlé beaucoup de la Syrie à plusieurs occasions, nous-mêmes, au Conseil de sécurité ou ailleurs. La Libye ou d'autres questions. Nous nous exprimons par rapport à ces questions publiquement ou dans d'autres enceintes, mais je pense que quand nous estimons que nous ne devons pas aussi dire quelque chose, nous ne le disons pas. Mais si la question nous est posée, nous avons toujours répondu. Merci donc, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, Mesdames, Messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Action gouvernementale. Bonne suite de programme sur l'ORTM.